Je reçois aujourd'hui Marc Langteau, conservateur au Musée d'art contemporain de Montréal, qui nous parle de la très belle exposition Françoise Sullivan, présentée au MAC jusqu'au 20 janvier 2019. Marc Langteau, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. Alors, 3 expos pour le prix d'une. Il y a Manifesto et Partition. Pouvez-vous nous en glisser un mot, même si c'est pas vous qui êtes le conservateur pour ces expos? Oui, absolument. Les 3 expositions sont quand même liées. Manifesto est une installation cinématographique, je dirais, plutôt que vidéo. C'est vraiment une très grande production avec, mettant en vedette Cate Blanchett, qui récite un texte dans chaque film. Il y a 13 films. Chaque film est tissé d'extraits de différents manifestes artistiques rédigés au cours du 20e siècle. Et l'exposition Partition, c'est une exposition documentaire des manifestes, justement, qui sont dans Manifesto, mais aussi rehausser d'autres documents plutôt liés à l'histoire culturelle du Québec, l'histoire de l'art du Québec et du Canada. Il y a une copie de Refus Global, puisque nous fêtons le 70e anniversaire, et Françoise Sullivan est signataire de Refus Global, mais aussi y a contribué un texte au recueil, un texte qui s'appelle La danse et l'espoir. Alors, tout est dans tout, en fait. Alors, Françoise Sullivan, femme extraordinaire, un exemple à suivre, une boule d'énergie, 95 ans. Elle est fabuleuse, cette femme-là. Mais pour les gens qui ne la connaîtraient pas encore, pourriez-vous nous parler un petit peu d'elle? Françoise, vous le dites bien, c'est une femme qui est assez extraordinaire parce qu'elle a un parcours qui va au-delà, en fait, de son âge. Elle a 95 ans, comme vous le dites, mais elle a commencé dans le milieu de la danse, surtout, et elle a fait les beaux-arts au début des années 40, étudié la peinture à l'École des beaux-arts, justement, de Montréal. Et très rapidement, dans son jeune âge, elle s'est retrouvée avec des amis qui se sont rapprochés, en fait, de Paul-Émile Borduas et ont formé le groupe des automatistes. Alors, les automatistes, ce sont qui? Ce sont des peintres et des artistes de différents milieux, des poètes, des compositeurs aussi, différentes personnes venant de différents milieux qui avaient comme point commun le désir d'aller au-delà de ce que l'art et la culture pouvaient offrir et ce que la société et même la civilisation, je dirais, pouvaient offrir comme débouchés d'avenir. Alors, ils ont écrit collectivement. Paul-Émile Borduas, en 1948, a rédigé un texte qu'ils ont signé, pour la plupart, ceux qui étaient présents et ceux qui étaient majeurs, je dirais, parce qu'il y avait des membres du groupe qui étaient encore mineurs et ils n'ont pas signé. Et on a décidé lancer un peu cette pavée dans la mer de la tranquillité, de la grande noirceur et de l'indifférence et aussi de l'espèce de culture d'une oppression douce. Hein? Le Québec vivait à ce moment-là une mainmise d'un conservatisme clérical un peu étouffant pour des gens qui voyaient déjà comment ça pouvait se faire ailleurs. Alors, ces gens lisaient des textes des surréalistes que certains amis ramenaient de New York ou de Paris et sous cette influence-là, Françoise Sullivan était en fait aux premières loges de l'émergence de la modernité au Québec et au Canada. Alors, elle a fait ça surtout par la danse. Et juste avant que le manifeste sorte, elle étudie la danse à New York en 45-46. Et puis, quand elle revient de New York, elle est très, très, très inspirée parce qu'elle a vécu là-bas toute la culture de la spontanéité, toute la manière qu'on pouvait improviser, regarder en soi pour trouver une vérité artistique plutôt que d'essayer d'illustrer un thème ou une émotion ou une histoire. Alors, c'est comme ça, à la fin des années 40, qu'elle s'est fait surtout connaître comme une espèce de pionnière de la danse moderne. Beaucoup plus tard, quand elle retournera à la danse vraiment contemporaine dans les années 70, j'ai vu une belle citation de Paul-André Fortier qui l'a connu dans les années 70, qui est un chorégraphe et danseur très, très important dans l'histoire de la danse au Québec, a dit moi, je pensais que j'avais inventé la danse contemporaine en 77, mais j'ai découvert que j'étais 30 ans en retard quand il a rencontré Françoise Sullivan. Il y a tout cet aspect-là de sa vie. Mais puisque dans les années 50, elle élevait ses enfants et puis elle faisait un peu une production alimentaire en matière de danse. Elle travaillait pour Radio-Canada, elle travaillait pour différentes productions à grand déploiement. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de mettre un peu de côté ses ambitions artistiques. À l'époque, elle était mariée à un peintre, Patterson Ewan, qui était nouvellement à Montréal à la fin des années 40, après son temps en Europe pendant la guerre. Et lui était peintre qui voulait s'intéresser à la peinture moderne. Et puis, elle aussi, elle aimait beaucoup ça, mais elle avait tout mis ça de côté un peu. Jusqu'à la fin des années 50, quand elle décide de se remettre aux arts plastiques, où en fait, elle fait de la sculpture. Et c'est là où est-ce qu'elle rencontre différents sculpteurs, Archambault, Vaillancourt, qui travaillaient à l'acier et prend des cours d'appoint ici et là, et un peu de manière quasi autodidacte,
autodidacte, elle se met à la sculpture avec beaucoup de succès. Françoise a fait partie de toutes les grandes manifestations de sculpture dans les années 60 au Canada et qui ont été ensuite souvent présentées en Europe. Et un peu d'une manière, je dirais, inusitée, quelqu'un qui décide de s'adonner à quelque chose et réussit, ça lui va à merveille, elle réussit très bien. Alors pendant 10 ans, elle expose un peu partout ses sculptures qui sont ancrées dans le mouvement et la légèreté des matériaux, même si elle utilise l'acier et aussi plus tard le plexiglas. Dans les années 70, elle vit une grande crise où elle est très sensible au discours de l'art conceptuel. Alors, l'art conceptuel, depuis le milieu des années 60, on remet en question c'est quoi l'objet d'une œuvre. Est-ce que c'est carrément l'objet ou est-ce que c'est l'intention qui est derrière? Est-ce que c'est l'idée qui la motive? Est-ce que l'information suffit? Alors, elle trouvait que c'était très troublant comme moment. Alors, elle décide d'arrêter de faire de l'art de manière traditionnelle, faire des objets. Et elle se met à faire des marches et à prendre des photos et que sa présence dans l'espace, un peu comme une danseuse sur la scène, serait assez. Et puis, il faut le dire qu'une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'une des choses qu'il a vraiment mis sur la carte à la fin des années 40, c'était Danse dans la neige. Oui. Oui, qui commence le parcours de l'exposition. C'est une des premières œuvres qu'on voit. Et c'est une œuvre vraiment importante pour plein de raisons. C'est une œuvre qui est photographiée par Maurice Perron, qui était du groupe des automatistes, et qui était fait sur un coup de tête. Elle avait cette idée de danser dans le paysage une fois par saison, et elle avait différentes idées. Pour faire ça, elle avait fait l'été auparavant aux Escoumins, puis elle avait perdu le film qu'elle en avait fait. Mais cette fois-ci, il y avait un photographe, là, au chalet des Riopelles, à Otterburn Park, près de Saint-Hyacinthe. Il l'invite sur un coup de tête. « Ah, c'est bon ton idée, viens donc au chalet, on fait ça. » Alors, elle décide d'improviser pendant une journée, ou à peu près, pendant tout le temps qu'il y a de la lumière à l'extérieur. Ils partent au large du chalet pour essayer de trouver un paysage idéal. Alors, elle fait cette improvisation dans la nature pour personne que pour la caméra. Et, je dirais, 20 quelques années plus tard, quand elle fait ses promenades entre le musée d'art contemporain et le musée des beaux-arts et elle photographie chaque coin de rue. Mais c'est un peu ça aussi. Elle revient à cette idée d'agir pour personne que pour soi, d'être un corps dans le paysage, que son action soit assez. Alors, elle retrouve dans des œuvres très anciennes pour elle, des années 40, un écho dans l'art conceptuel aux années 70. Mais Marc Langto, c'est quand même particulier parce que ce que vous dites, c'est qu'elle le fait d'abord pour elle et pourtant, toute son œuvre parle aux autres. On regarde que ça soit des photos, que ça soit des sculptures, des tableaux, ça vient nous chercher. Alors peut-être qu'au début, elle fait fi qu'un jour, ça sera vu par les autres, mais nous, on le reçoit comme un cadeau. Bien, je pense qu'il y a quelque chose chez Françoise Sullivan qui touche les gens et cette chose-là, je pense que c'est l'espèce d'authenticité d'expression. Et puis, Françoise a toujours fait quelque chose pour être de son temps et aussi pour être le plus intemporel possible. Et ça passe par une espèce d'authenticité de l'expression, comme je l'ai dit. Il y a vraiment cette manière d'aller chercher en soi et adapter ce qu'on a envie de dire ou ce qui nous préoccupe dans le langage de l'époque. Et ça, Françoise l'a fait tout au cours de sa carrière. Après l'art conceptuel, dans les années 70, où il y a très peu d'objets qui restent, en fait, ce sont des traces surtout. Les années 80, elle revient à la peinture et puis elle va rester peintre comme elle l'avait fait au début des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Alors, de 1980, 81 jusqu'à 2018, la peinture, c'est sa seule préoccupation. Mais même à l'intérieur de ça, elle vit des remises en question constamment. Elle change de période. Jusqu'à peu près aux années 90, milieu des années 90, là, il y a une autre crise où la peinture figurative qu'elle explorait depuis 85, ça ne répond plus à ce qu'elle a envie de dire et elle commence une très longue série ou plusieurs séries de peinture abstraite, très colorée, très saturée, très brillante, très personnelle aussi. Et parallèlement à ça, elle est professeure et elle l'a été pendant une trentaine d'années, oui. En plus d'élever 4 enfants. Oui. Quand je disais que c'était une surfemme, j'exagère pas du tout. Et 4 enfants monoparentales à partir de 63. Ouais. Précisons quand même. Ouais. Combien d'œuvres vous présentez à peu près? Une cinquantaine. Et précisons aussi que c'est une rétrospective chronologique. Est-ce qu'elle a eu regard sur ce que vous êtes allé chercher ou est-ce que ça est imposé?
Comment est-ce que vous avez procédé? Ben, avec Françoise, je lui ai fait des propositions et puis elle aussi, elle m'a fait des propositions et on s'est entendu un peu sur le truc, mais elle m'a laissé beaucoup de latitude. C'est-à-dire, si je croyais en un truc puis elle voyait pas trop pourquoi j'y croyais, elle me donnait le bénéfice du doute et pareillement aussi. Hein, c'était une très belle relation de travail. Alors, elle m'a laissé beaucoup de place pour faire la sélection et la disposition des œuvres. Comme on est à la radio et qu'on ne peut rien montrer, comme c'est une rétrospective, je le répète, ça va des années début 40 jusqu'en 2018. Quelle serait la première œuvre que l'on peut voir? Il y a 2 œuvres qui se chevauchent un peu. Il y a un dessin chorégraphique du début des années 40 qu'on identifie à peu près à 45, mais on n'est pas trop sûr de la date. Et juste avant ça, en 41-42, il y a les premiers tableaux figuratifs qu'elle faisait quand elle était encore étudiante et qui avaient été exposés à l'époque à la Galerie Dominion dans le cadre d'une grande exposition de la jeune peinture à Montréal, organisée par Maurice Gagnon, qui était critique d'art et à l'époque, le père de François-Marc Gagnon, l'historien de l'art, et qui défendait beaucoup la jeune génération. Et ces tableaux-là ont été, en fait, repérés par la critique à la réception de cette œuvre. Alors, dès les années 40, alors elle a à peine 20 ans, à l'époque, quand cette exposition a lieu, elle est déjà repérée et identifiée comme étant une artiste à suivre. Oui. Et les dernières sont celles de cette année. Oui, parce qu'elle a produit un bon nombre de tableaux pour cette exposition-là. On a dû en choisir quelques-unes parce qu'elle en a fait beaucoup, près de 10, il me semble. On en présente 3, dont 2 d'une série de 6 damiers, où elle a fait un beau jeu de peinture où, sur la rangée du dessus, ce sont vraiment des damiers carrément. Le tableau est recouvert de carrelures et la rangée du haut, des carrés du haut, sont les couleurs qui vont être dans le reste du tableau, mais chaque ligne subséquente ne doit pas se répéter. Les couleurs ne doivent jamais se toucher, se donner des petites règles un peu comme ça, et toutes faites à la main de manière très spontanée. Mais elle appelle ces tableaux, ce sont des résultats d'une série infinie de petites décisions. Alors, que c'est bien dit. Ouais. Mais on les regarde et ça nous donne de l'énergie, ça nous rend de bonne humeur. Il y a une couleur chez cette femme-là qui ressort des tableaux. Moi, je suis complètement gaga, là. Il y a quelque chose qu'un collègue a dit quand on regardait les œuvres, surtout vers la fin du parcours, et ces tableaux-là de 2018, les damiers, il disait c'est bien d'avoir une exposition qui finit sur un point d'exclamation. Pour quelqu'un qui a 95 ans, on pourrait dire que c'est plus qu'un tour de force. Oui. Quel est le style, Françoise Sullivan, si on avait 2-3 mots à dire au sujet de? En fait, je pense que c'est un style qui laisse toute la place à la personnalité de l'artiste. S'il y a quelque chose que j'espère qu'on puisse ressentir en visitant cette expo-là, c'est qu'en sortant, on sente qu'on a passé du temps avec quelqu'un. Qu'on n'a pas juste regardé les résultats du travail de quelqu'un, mais qu'on a appris à connaître la personne, même pas d'une manière tangible qu'on pourrait décrire avec des mots, mais qu'on ait le sentiment d'avoir passé du temps avec quelqu'un. Alors, je pense que c'est vraiment ça. Son style à elle, c'est Françoise Sullivan. Mais c'est tout à fait réussi, parce qu'en quittant le MAC, on a eu l'impression de faire un voyage en sa compagnie et qu'elle nous a raconté une histoire. Cette exposition, précisément, va partir en tournée dans plusieurs villes, donc dans la banlieue de Toronto en 2019, ensuite à Windsor, Rimouski, Victoria. Serez-vous du voyage? Pour certains arrêts, je crois. Oui. Au moins pour le premier, parce que ça s'en vient vite et puis on doit travailler. Et Mme Sullivan? Elle a dit que oui. Alors, oui? On lui souhaite. Wow! Oh oui, elle a dit qu'effectivement, pour le premier point de chute, elle voulait être là pour le vernissage. Ouais. Et un mot sur le catalogue qui est magnifique. Oui, un très beau catalogue. On a fait un beau travail de recherche, une belle chronologie. On raconte tous les événements majeurs de sa vie et de sa carrière, documents très abondamment illustrés, 4 essais qui analysent différents aspects de son travail. Un beau travail. Marc Langto, on précise que le MAC est ouvert jusqu'au 20 janvier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu dire que le MAC s'en allait en rénovation. Mais sachez que les gens ont tout à fait accès pour voir ces 3 expositions, donc celle de Françoise Sullivan, Manifesto avec Cate Blanchett et Partition à voir parce que c'est un complément à l'exposition. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Merci.